arrivé, il est la nuit. Je vous propose qu'on démarre à l'heure. Ça Donc, fera, bonjour ça bien les derniers. à toutes et à tous. Voilà, on va commencer comme ça Bonjour. fera venir les gens. Donc moi, rapidement l'introduction. Donc je m'appelle Arnaud Vandenries, je suis l'un des cofondateurs de TAC et accessoirement, je vais aussi prendre une petite casquette aujourd'hui qui est responsable de l'organisme de formation. Voilà, j'ai un petit OF avec notamment mon audit de surveillance qui est planifié pour janvier. Voilà, donc je vais écouter aussi attentivement ce que vont nous dire Jimmy et Rémi. Et donc, deux invités aujourd'hui. Donc, on va commencer par Jimmy. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots et nous dire voilà, ce que tu fais? Oui, alors très vite. Donc moi, c'est Jimmy Martin. Je suis un des fondateurs de la société Certifopac, donc un certificateur Calliope. Donc, j'ai fondé la boîte avec mon frère. J'ai deux casquettes, en fait. Je réalise pas mal d'audits. Je suis à la fois aussi sur le développement de notre application d'audit. Donc, je fais remonter un petit peu toutes les idées d'amélioration. Et je chapeaute aussi la partie commerciale avec la réalisation des devis, des contrats et des planifications. Voilà. Super. Merci. Et donc, on est également accompagné de Rémi. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis un des cofondateurs de TAC. TAC est une solution de gestion administrative des dossiers de formation et un compagnon Calliope. Et donc, qui a pour vocation d'accompagner les organismes de formation qui sont certifiés Calliope à faire de la gestion qualité en continu sans que ça prenne trop de temps et en s'assurant que tout ça est conforme avec les attendus du référentiel. Super. Il y a une autre personne qui est cachée, mais qui s'appelle Raphaël et qui est également présente dans le chat et qui, du coup, répond de manière ultra pertinente à chaque fois aux questions qui sont posées. Voilà, donc dès qu'elle le peut, elle vous répond. Donc merci Raphaël, on ne t'entend pas, mais voilà, on te voit et on voit que tu es présente. Pour démarrer, moi je vous propose de prendre 30 secondes. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu les stats pour savoir un petit peu qui est là aujourd'hui. Donc quand vous vous êtes inscrit, vous avez répondu à quelques questions. Donc là, de manière tout à fait transparente, il y a eu 173 inscrits aujourd'hui. Et donc en cumulé, ça fait l'équivalent de 140 000 personnes de formées à l'année. Alors, à titre de comparaison par rapport à l'autre webinaire qu'on avait fait sur l'audit de surveillance également, on voit qu'on a un tout petit peu moins d'inscrits, mais on a quand même un bon nombre d'inscrits. Et on voit par contre qu'on a beaucoup plus de participants, on va dire, équivalents. On formait beaucoup plus de gens. Là, on voit que la dernière fois, il y a un mois et demi, donc il y avait à peu près 580 personnes formées en moyenne par organisme de formation, alors que là, on est à 1113. Et par contre, stat qui est assez intéressante, c'est si on regarde la médiane, donc si on regarde le point milieu entre le nombre d'OF qui sont au-dessus et en dessous, on voit qu'on est à un près, on est voilà, tiens, on voit qu'il y a plus d'inscrits d'un seul coup. Bon, ça monte, des gens viennent nous rejoignent. Et donc, on voit que la médiane est à 100 participants formés à l'année 99, et alors qu'on était à 100 la fois d'avant. Si on regarde un petit peu le camembert, donc j'ai fait un petit peu quelques catégories. Donc les petits, on va dire les poussins, donc moi j'en fais partie, voilà, qui représentent aujourd'hui plus de 72% des inscrits aujourd'hui, et c'était un peu moins de 70 lors du précédent webinaire. Chose intéressante, on a aussi alors symbolisé avec un moai, plus de 10 000. Donc on a aujourd'hui, on a que je le retrouve. Voilà, on a 3 participants, 3 inscrits qui forment plus de 10 000. Donc c'est même plus de 20 000 pour certains, voire 30 000. Donc des gros OF. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un volant assez intéressant de OF qui ont entre 5 et 10 000 participants par an, alors qu'on n'en avait pas du tout lors de ce précédent webinaire. Voilà pour les statistiques de l'audience pour savoir. Voilà, d'un seul coup, là, je remets mon écran, je vois qu'il y a plein de petites pastilles, nouvelles pastilles. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc, sans transition, je vous propose de démarrer. Donc, la première partie, donc l'audit de surveillance. De quoi s'agit-il? Voilà, donc Rémi et Jimmy, si vous pouviez faire un petit rappel sur le sujet, s'il vous plaît.
Ouais, je commence et Jimmy, je te laisserai compléter, mais juste pour rappeler et reposer le cadre un peu, parce que voilà, on voit que dans les inscrits, voilà, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont dans la démarche Calliope déjà, mais il y en a qui démarrent. Juste rappeler que donc la certification Calliope a été introduite par par la dernière réforme de 2018. Euh, et a vocation d'installer une norme qualité pour les organismes de formation qui souhaitent accéder ou faire accéder à leurs clients aux fonds publics. D'accord. C'est une certification qui est organisée sur un cycle de 3 ans avec des audits tous les 18 mois. Et donc très concrètement, l'audit de surveillance, c'est la deuxième étape du cycle de 3 ans. Donc la première étape, c'est l'audit initial. L'audit initial, c'est l'audit qui permet de rentrer dans le système. Et donc c'est un audit où on va aller, voilà, c'est pas l'audit des intentions, mais quasi. On va aller expliquer à l'auditeur comment est-ce qu'on travaille ou comment est-ce qu'on ambitionne de travailler. À l'audit de surveillance, voilà, donc c'est l'audit de mi-parcours, et celui-là, il a vraiment vocation à prouver que les process et les outils sont déployés et que le processus qualité est incarné dans l'entreprise. Voilà, on est sur donc une entrée en vigueur de Calliope au 1er janvier 2021. Ce qui fait que tous ceux d'entre vous qui sont organisés pour avoir une certification Calliope courant 2020, sont justement précisément dans ce moment de préparation des audits de surveillance. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on propose ce webinaire. Je sais pas, Jimmy, si tu veux nous présenter un peu les grandes lignes de cet audit. Alors carrément. Alors en fait, moi j'aime bien commencer par dire que l'audit de surveillance, si vous voulez, c'est un petit peu comme la bourse ou les assurances vie. C'est-à-dire que les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Et ça, c'est important à bien comprendre. Parce que Rémi, lui, il fait son job, donc il va accompagner, il vous a peut-être déjà accompagné sur l'audit initial. Et puis, chouette, très souvent, on est super content, puisque ça s'est très très bien passé et il y a eu 0 non-conformité. Et on arrive en surveillance, et puis des fois, on est un petit peu vexé parce que, voilà, il faut repasser l'audit, forcément. Je vais parler de les modalités, mais l'audit de surveillance, au final, peut conduire à des non-conformités. Donc voilà, il faut aussi être prêt à ça, parce qu'il faut aussi être prêt à se remettre en question, parce que on est dans un cycle de certification. C'est une démarche qui vit, la certification de Calliope, et donc c'est comme dans la vie, il y a des hauts et des bas, et voilà, tout peut être raccord, et puis des fois, on peut tomber sur 1, 2 non-conformités, voire plus. Donc dans ce cas-là, il faudra tout simplement la traiter comme à l'audit initial. J'y reviendrai juste après. Par rapport aux grandes lignes, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'audit de surveillance a une durée quand même nécessairement réduite par rapport à l'audit initial. D'accord? Alors, je sais pas si vous tu peux rapprocher ton mieux ici. Rapproche ton micro peut-être, ouais. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, c'est mieux. 1, 2, 1, 2. Ouais, ok, super. Donc, la durée de l'audit de surveillance, ce que je disais, c'est qu'elle est nécessairement réduite par rapport à l'audit initial. Si je prends le cas pratique d'un organisme de formation qui est en première tranche de chiffre d'affaires, donc moins de 150 000 euros, on sera sur une demi-journée d'audit de surveillance, alors que vous aviez passé une journée pour l'initial. Alors vous allez me dire, mais comment, en 2 fois moins de temps, on est capable d'auditer tous les auditeurs, enfin tous les indicateurs? On n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est une obligation réglementaire. Alors on s'adapte. Je vais vous expliquer comment on s'adapte. Et surtout, on réalise un échantillonnage précis qu'on essaie de faire parfois en amont. Mais en tout cas, on essaye. Alors ça, c'est l'ordre de grandeur. On essaye d'échantillonner un dossier par catégorie et par demi-journée. Donc, si votre audit fait une demi-journée et que vous êtes certifié sur formation continue plus bilan de compétences, on vous auditera sur un dossier à minima. Alors, quand je dis à minima, c'est voilà, on commence par 1. Ça peut être 2 si ça va vite. Mais en tout cas, si on n'a pas le temps, on restera sur 1. Si par contre, vous avez un peu plus de chiffre d'affaires et que votre audit de surveillance, il fait 1 jour, voire 1 jour et demi, on reste à peu près dans cette règle-là d'un dossier par demi-journée. Voilà. Ça, c'est intéressant quand même à bien comprendre.
Voilà, par rapport aux sur... modalités, alors t'en avais un petit peu parlé, mais en fait c'est tout simple, hein, c'est que dans les grandes lignes, l'audit de surveillance se fait à distance, sauf si l'initial s'est déjà fait à distance. Voilà. Si vous étiez en période Covid et qu'il y avait la modalité particulière qui consistait à vous dire vous pouvez faire l'initial en visio, bon bah ok, très bien, hein, ça a aidé quand même pas mal de monde en 2020-2021, mais par contre, bah, le deal c'était que la surveillance devait se faire en présentiel. Voilà pour ça. Exactement. Ok. Ok, très bien. Si jamais on rentre un petit peu dans le vif et qu'on prend le déroulé, voilà, concrètement, comment ça va se passer, voilà, en termes de revue d'indicateurs. Il y avait aussi des points qui étaient remontés sur le petit questionnaire, hein, que les gens remplissent sur l'échantillonnage. Voilà, concrètement. Il est 9 heures, j'ai mon auditeur qui arrive chez moi, vu que je l'ai fait à la première fois. Il arrive. Comment ça se passe? Alors déjà, ça se passe pas. Enfin, il y a une phase préparatoire. Si par exemple, donc là on est le 25 novembre 2022, si vous êtes certifié depuis le 25 novembre 2021, nous on va vous recontacter à la date d'anniversaire de votre certificat, donc au 12e mois, pour vous dire bah voilà, coucou, on vous a pas oublié, Calliope, ça fonctionne toujours, et donc on va vous demander de mettre à jour, alors même si vous êtes censé le faire au fil de l'eau, mais on va quand même vous demander de formaliser les changements qui sont survenus dans votre organisation depuis l'audit initial. Les changements, ça peut être quoi? Ça peut être un changement de personnel, un changement d'organisation, un changement lié aux formations que vous proposez. Vous faisiez que du sur-site, puis en fait maintenant vous faites des formations en e-learning, et ben voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes, puisque ça va aussi orienter l'auditeur vers son échantillonnage. Voilà. Ce formulaire, il est à nous remplir à peu près entre donc la date d'anniversaire, donc au 2e mois, jusqu'au 14e, 15e mois à peu près. Alors après, c'est pas bien fixé. En fait, tout dépendra de la date de planification de votre audit. Voilà. Cette planification, elle se fait de manière conjointe. Donc c'est l'auditeur qui vous contacte et qui vous dit, ben voilà, vous avez la possibilité de réaliser cet audit à partir de telle date. Donc là, si je reprends mon cas du 25 novembre, vous aurez la possibilité de faire votre audit à partir du 25-26 janvier 2023 jusqu'à août 2023. En fait, vous aurez une plage de 8 mois pour faire votre audit. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi que ça colle par rapport à vos dispos. Maintenant, on n'est pas magicien. Des fois, c'est un peu compliqué parce que tout le monde veut se faire auditer avant les vacances ou pendant les vacances scolaires et ci et ça. Donc, il y a certaines périodes qui sont un peu plus complexes que d'autres. Donc, c'est vraiment, si vous avez un souhait déjà de planification, il faut vraiment l'anticiper. Moi, j'ai déjà des clients là que j'ai certifiés il y a pas très longtemps. Ils veulent déjà qu'on cale pour 2023, fin 2023, début 2024, la date d'audit de surveillance. Comme ça, ils sont tranquilles. Donc ça peut être déjà un premier point. Donc, quand l'auditeur va préparer votre audit, il va surtout revenir vers vous en vous demandant un petit peu la liste des formations que vous avez réalisées depuis l'audit précédent. Et puis, il va vous dire, alors ça, il vous le dit à peu près 15 jours avant l'audit, il vous le dit pas trop longtemps, mais il va vous dire, voilà, moi, je compte auditer cette formation ou cette session. Donc, ça vous donne quand même une indication assez précise pour pas que vous soyez un petit peu submergé, pour pas que vous ayez à nous déposer, parce que on a une application d'audit sur laquelle vous pouvez déposer tous les éléments de preuve pour chaque indicateur. Et l'idée, c'est de les restreindre à un échantillonnage précis que l'auditeur vous transmet, comme je vous dis, voilà, 15 jours avant l'audit en moyenne, plutôt pendant la phase de validation de votre planning d'audit. Voilà. Ça, c'est toute la partie en amont. Et puis, après, lors de l'audit, très concrètement, c'est on balaye indicateur par indicateur. On repose les questions un petit peu comme à l'audit initial, et surtout on adapte également par rapport à votre organisme. Quand je dis qu'on adapte, alors je sais pas si Rémi tu veux compléter un petit peu par rapport aux nouveaux entrants, mais toi par exemple quand tu accompagnes quelqu'un qui est nouvel entrant à l'audit initial, il y a forcément une différence lors de la surveillance. Ouais, exactement. Et juste avant de parler des nouveaux entrants qui du coup à la surveillance n'en sont plus, juste redire et compléter quelque chose sur l'échantillonnage, c'est qu'effectivement, ce qu'on vous recommande évidemment chaleureusement, c'est de préparer et de vous assurer que vos dossiers sont complets mais gardez bien en tête que si effectivement le nombre de dossiers qui sont audités par l'auditeur le jour J est nécessairement limité,
Moi, ce qu'on a l'habitude de dire chez TAC à nos clients, c'est que grosso modo, le temps joue en la faveur de l'organisme de formation à la surveillance, alors qu'il joue plutôt à la faveur de l'auditeur, à l'initial et au renouvellement. Et donc voilà, donc il y a moins, disons, de place pour aller présenter les dossiers. Ça ne veut pas dire que il faut vous contenter de ne préparer qu'un seul dossier parfait, etc. Parce qu'évidemment, l'auditeur, il va quand il surveille, quand il audite un dossier, ça peut être un dossier pour l'indicateur 4, puis un autre dossier pour l'indicateur 5, et puis s'assurer que derrière, sur un certain indicateur sur lequel il aurait des doutes, poser des questions sur 3-4 dossiers d'un coup. Donc tout ça pour dire que voilà, faut pas, à mon avis, surinterpréter les propos de Jimmy sur la préparation des dossiers. Préparez bien vos dossiers parce que effectivement, il n'y aura pas un échantillonnage dingue le jour de l'audit, compte tenu de la durée, mais voilà, à travers un audit, on peut finalement auditer jusqu'à une trentaine de dossiers si l'auditeur il veut choisir un dossier différent à chaque indicateur. Ça, c'était la première chose. La première chose sur l'échantillonnage. J'ai une question là-dessus. Moi, ça m'intéresse du coup. Est-ce que c'est propre à chaque organisme certificateur, cette histoire de je récupère en amont le dossier que je voudrais auditer, ou est-ce que c'est global? Voilà. Alors en fait, on récupère jamais en amont les dossiers. En fait, donc tous les documents, tous les dossiers sont évalués le jour J. Ça, c'est une obligation réglementaire. Chacun fait pareil. Après, chaque certificateur a ses modalités d'échantillonnage. Voilà. Certains vont donner l'information sur l'échantillonnage le jour J, le matin même. D'autres, alors comme nous, en fait, on considère qu'on a tous les outils numériques qui vont bien maintenant pour que on puisse transmettre. Alors, pas trop en amont, parce que trop en amont, après c'est facile, forcément, on peut corriger un petit peu tout ce qu'on veut très très vite. Donc, on essaie de le faire 15 jours en moyenne avant, pour qu'en fait, le client soit informé des dossiers qui sont échantillonnés. Et puis, au moins, voilà, qu'il y ait aussi une conduite d'audit beaucoup plus fluide le jour J, plutôt que d'arriver et puis de dire même pour l'auditeur, en fait, c'est beaucoup plus souple aussi pour l'auditeur parce que on est sur une demi-journée d'audit en moyenne, et si déjà on perd un quart d'heure, 20 minutes le matin pour choisir les dossiers qui vont bien, c'est compliqué. Même si je te rejoins, Rémi, sur un point, c'est que dans le cas où le client est très proactif et que lorsque l'on arrive, on a déjà des dossiers qui sont bien ficelés, qui sont prêts, qui sont posés sur la table, il y a forcément plus de chances que l'auditeur se concentre sur les dossiers qui sont là. Alors non pas par flemmardise, mais finalement voilà par facilité aussi, même si ça n'empêche pas qu'il puisse aller, comme tu l'as dit, aller consulter d'autres dossiers. C'est toujours intéressant. Voilà. Dites-vous bien que l'audit, ça reste aussi une prestation un petit peu théâtrale. Il y a un échange, il faut aussi argumenter, il faut défendre son bout de gras. Donc plus vous mettez toutes les chances de votre côté, plus il y a des dossiers qui sont pertinents, qui sont prêts, qui sont solides, et mieux c'est derrière. Ouais. D'une manière générale, c'est tout à votre avantage de bien préparer votre dossier parce que l'audit Calliope, c'est une chose, mais il faut aussi penser les audits Calliope comme de la prévention de contrôle ou de la préparation au contrôle. On est sur un marché réglementé. Si demain, ce qu'on ne vous le souhaite évidemment pas, mais vous avez un contrôle d'un financeur ou de l'État sur vos activités de formation, c'est pas juste un échantillonnage de dossiers qu'il faudra préparer, ce sera tous les dossiers qui seront au carré qui devront être préparés. Donc il faut vraiment, ce qu'on a l'habitude de dire nous à nos clients chez TAC, c'est que vraiment la préparation des audits, c'est juste un entraînement et c'est juste vous forcer à vous assurer que vos dossiers sont bien complets parce que ça vous facilitera la vie au contrôle. C'est ça. Ouais. Si on, et peut-être. Ouais, vas-y. Non, juste pour compléter, en fait, alors attention à pas rentrer dans le biais de la pensée qui consiste à dire que l'audit de surveillance est une vérification documentaire. L'audit de surveillance n'est pas une vérif documentaire. Ça reste un échange. On peut aussi, vous pouvez aussi présenter à l'auditeur vos changements de process depuis l'audit initial. Nous montrer les éléments de veille, tout ça. On n'est pas que sur des dossiers. C'est pas l'inspection du travail. On n'est pas là pour sortir, tiens, montrez-moi tel dossier, tel machin. Non. On est dans des questions toujours ouvertes. On est dans la vérification de la mise en œuvre de votre process et pas juste montrez-moi votre programme, montrez-moi votre convention, montrez-moi votre fiche d'évaluation et puis point barre.
Et puis peut-être avant d'avancer, mais juste redire un mot sur les nouveaux entrants, parce que j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient nouveaux entrants à l'audit initial. Voilà, je le redis, à l'audit de surveillance, vous n'êtes plus considéré comme un nouvel entrant. Et ça, forcément, ça a des conséquences sur le périmètre de votre audit. La première, c'est que vous avez automatiquement 2 indicateurs sur lesquels vous étiez exempté à l'audit initial qui s'activent. L'indicateur 22 sur la formation des salariés et des intervenants de l'organisme de formation et l'indicateur 32 sur l'amélioration continue. Donc ça, c'est très concrètement 2 indicateurs sur lesquels vous n'étiez pas audité à l'audit initial en tant que nouvel entrant et sur lesquels les auditeurs seront attentifs parce que nouveaux process, nouveaux outils et donc nouveaux éléments de preuve à apporter à votre dossier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels le contrôle, ou en tout cas l'audit initial n'allait pas jusqu'au bout. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en tant que nouvel entrant, vous n'aviez pas la profondeur de dossier et d'expérience pour apporter les éléments de preuve qui sont forcément attendus pour ceux qui ne sont pas des nouveaux entrants. Et donc là, à la surveillance, par exemple, sur les indicateurs de résultats, indicateur 2, sur l'évaluation, indicateur 11, sur le suivi de l'engagement, indicateur 12, sur la veille, 23, 24, 25, sur le handicap, 26, et bien là, l'auditeur n'attendra plus à ce que vous lui disiez, voilà le dispositif qu'on a mis en place. Non, il va attendre des preuves de mise en place de ces dispositifs-là. Et c'est là-dessus qu'il va particulièrement c'est à ces points-là, auxquels il va particulièrement s'intéresser le jour de l'audit. Du coup, donc anticipation, donc a priori, donc des dossiers pour que on n'arrive pas à 9 heures avec à tout découvrir, on va dire. À un moment de l'audit. Ouais. Du coup, il faut quand même réussir à trouver le moyen de tout faire en 2 fois moins de temps. Alors, donc du coup, la conclusion de ça, c'est qu'il faut se préparer. Et qu'il faut se préparer encore plus qu'à l'audit initial. Et donc Jimmy, je dis parce que je vois passer les questions un peu dans le chat. Il y a pas mal de questions qui sont posées sur cette plateforme Certifopac où on dépose les éléments de preuve. Voilà, la plateforme, c'est un dispositif propre à Certifopac. Ça ne sera pas forcément proposé par d'autres organismes de certification, mais ça rentre dans le cadre de cette préparation-là. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez vous préparer en utilisant le dispositif qui est mis à disposition par votre organisme certificateur. Vous pouvez aussi vous préparer avec vos propres dispositifs. Et donc, si vous avez vos grilles, vos matrices, vos dossiers par indicateur qui sont prêts, l'essentiel, c'est que tout ça soit préparé de façon à ce que le jour J, la discussion, parce que l'audit finalement c'est qu'une discussion, soit fluide, et 2, que vous perdiez le moins de temps possible à jongler entre les dossiers et les preuves pour être en capacité de couvrir tous les indicateurs dans le temps imparti. Du coup, par rapport à cet échantillonnage et au dossier, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont en sous-traitance d'autres organismes, etc. Comment ça se passe? Est-ce que moi, par exemple, si jamais on m'a sous-traité une formation, est-ce que je peux être, est-ce que je peux la prendre, on va dire, lors de mon audit? Comment ça se passe? Alors, on évite. En fait, on se concentre principalement sur les formations que l'organisme a fait en direct. Que forcément, en fait, il est dans la maîtrise totale de son process, de l'analyse du besoin jusqu'à la satisfaction client, en passant par l'évaluation et CSA. Par contre, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. On a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, un organisme de formation qui, depuis son audit initial, n'a pas eu, très peu, en fait, il a fait qu'un seul dossier en direct et tout le reste en sous-traitance. Et ça arrive, voilà, il y avait un arrêt maladie, tout ça, donc qui a justifié qu'il y avait peu d'activité. Donc, au final, voilà, après, on n'est pas bête, en fait. On se concentre sur le peu de formation que l'on a. Et si, en plus, il y a des choses qui sont pertinentes qu'on peut aller chercher ici et là sur des formations en sous-traitance, pourquoi pas. Maintenant, on audite le process de l'organisme. Et quand vous êtes en sous-traitance, pour un autre organisme de formation qui est lui-même certifié. Et donc, ça rentre pas nécessairement en jeu. Des fois, c'est plus compliqué. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, la règle commune, c'est de se concentrer sur les formations qui sont en direct. Ouais, donc la règle, c'est vraiment la sous-traitance. Il y a toujours 2 volets.
Il y a les actions que vous sous-traitez, ça rentre dans le périmètre de votre audit à vous. Complètement, oui. Et les actions pour lesquelles vous étiez en sous-traitance d'un autre organisme de formation, qui soit certifié Calliope ou pas, ça ne rentre pas dans le périmètre, dans votre périmètre à vous. Ok, et donc, vous me confirmez qu'il y a tous les indicateurs qui sont passés en revue, parce qu'on a 2 fois moins de temps que en sauter quelques-uns. Voilà. Et sur la sous-traitance, hein, autant à l'audit initial, il s'agissait de montrer qu'on avait un dispositif pour encadrer la sous-traitance, etc. Là, non seulement il va falloir montrer que le dispositif il est en place, mais il faut aussi apporter des éléments de preuve, de communication et d'accompagnement des sous-traitants à la mobilisation des process et des outils certifiés Calliope de l'organisme de formation. Donc ça, c'est vraiment un truc, à bien garder en tête. Il faut non seulement que vos dossiers de sous-traitance soient complets, et donc n'oubliez pas que il est attendu que vos sous-traitants qui sont en situation d'animation de formation aient par exemple un numéro de déclaration d'activité. N'oubliez pas d'ailleurs, veille légale et réglementaire, que le régime de la sous-traitance va être renforcé en contrôle à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Et il faudra évidemment apporter des preuves de brief ou de rectification de tir quand vos sous-traitants font pas forcément bien le job de faire signer les émargements ou de remplir les bons documents, de vous faire remonter les grilles d'évaluation, etc., etc. Ça, c'est hyper important pour l'indicateur 27. Rejoins Rémi là-dessus. Ouais. Vas-y Rémi, je vois que Non, je voulais peut-être enchaîner sur les non-conformités. Ouais, j'allais donc voilà, c'est un peu ce qu'on avait fait également la dernière fois, c'était pareil du top 3 un peu des non-conformités. Est-ce que il y a eu des mises à jour depuis la dernière fois? Voilà, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel est ce top 3 des non-conformités qui sont rencontrées à cet audit? Peut-être avant que Jimmy nous donne le top 3, juste bien rappeler qu'effectivement, il peut y avoir de la non-conformité en audit de surveillance. Et je reboucle avec ce que disait Jimmy sur les résultats passés ne préjugent rien des résultats à venir. Vous pouvez avoir de la non-conformité sur des choses pour lesquelles vous avez été jugé conforme à l'initial. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est toujours la même chose. À l'initial, on est sur les intentions ou les premières briques. À la surveillance, on est dans l'audit de choses qui doivent être faites de manière quasi industrielle. Et donc forcément, le regard qui est porté par l'auditeur sur la mise en œuvre ne sera pas le même que celui qui l'aura porté sur une intention de mise en œuvre. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Il peut y avoir de la non-conformité. Ça, il peut. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est pas systématique, hein, c'est pas une obligation. L'auditeur, rappelez-vous, n'est pas là pour chercher de la non-conformité. C'est l'inverse. Il est là pour chercher de la conformité en vous posant les bonnes questions, en fait, en déclinant chaque indicateur du référentiel en questions précises sur ce qu'on appelle chez nous des points de conformité. Typiquement, si l'indicateur 8, il vous dit le process de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation doit être formalisé et doit être mis en œuvre. Et bien, en fait, il y a 2 points de conformité qui sont: est-ce qu'il est formalisé, est-ce qu'il est mis en œuvre? Voilà. Et on peut très bien être bon sur la formalisation et pas bon sur la mise en œuvre. Et donc, dans ce cas-là, l'écart portera sur, par exemple, mise en œuvre partielle, ponctuelle du process en place, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est la typologie de non-conformité, donc mineur ou majeur. Donc ça, c'est des choses qui sont assez basiques parce que normalement, on en parle déjà à l'audit initial, mais de toute façon, l'auditeur fait un rappel sur tous ces points-là pendant la réunion d'ouverture de votre audit, en théorie. Et puis après, alors, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez eu une non-conformité mineure à l'audit initial, vous avez normalement ce qu'on appelle fait des propositions d'action corrective. Vous avez dit, par exemple, l'absence de prérequis dans un de mes 4 programmes, ça peut être considéré comme une non-conformité mineure. Donc, dans ce cas-là, vous avez proposé: je vais mettre à jour ma fiche programme pour faire apparaître les prérequis. Donc nous, notre travail s'arrête là, on dit OK, c'est bon, donc vous avez 6 mois pour mettre en œuvre ce que vous avez dit, et l'auditeur vérifie ça à l'audit de surveillance. Donc si on arrive à l'audit de surveillance et qu'on reprend cet indicateur et que on se rend compte que ça n'a pas été fait, dans ce cas-là, c'est tout de suite une non-conformité majeure.
on n'est plus dans la mineure. Parce que sinon, on peut très bien se traîner dans une conformité mineure comme ça pendant 3, 6, 9 ans et c'est pas l'objectif. Voilà. Ensuite, par rapport au top 3. Alors, au top 3, Peut-être bon, juste c'est un top avant. 3 qui Alors, varie beaucoup. du coup, pardon, avant le top 3, du coup, Oui. c'est quoi le risque en cas de non-conformité majeure? Est-ce que derrière, il y a de la suspension de certification, de retrait de Non. certification? Comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment sur le même process qu'à l'audit initial. Donc, il y a un temps de traitement et pendant ce temps de traitement, on ne vous retire pas votre certificat, on ne vous suspend pas. Voilà. Donc, très vite, hein, mais c'est 3 mois pour les non-conformités majeures, hein, pour traiter la non-conformité majeure, et puis 6 mois pour proposer une action corrective dans le cadre d'une non-conformité mineure. Voilà. Donc, en 3 mois, franchement, c'est déjà quand même assez large. De manière générale, très souvent, on a les éléments entre 10 et 15 jours. Ça peut être un petit peu plus des fois quand le client est un petit peu long, mais en tout cas, on est dans ces délais et c'est très très large. Voilà. Ça nous est pas encore arrivé de suspendre un organisme de formation ou de lui retirer son certificat parce qu'il n'avait pas réussi à traiter ses non-conformités en surveillance. On n'est pas dans ces cas-là. On est plutôt dans des cas où il y a vraiment un arrêt d'activité. Donc dans ce cas-là, on s'en rend compte bien en amont de l'audit de surveillance. Et en cas on va dire un petit peu d'arrêt, tu dis effectivement ça rend compte, mais ça entraîne quoi? En fait, si par exemple l'organisme de formation n'arrive pas à traiter dans les 3 mois sa non-conformité, bah alors nous, en fait, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que là, à un moment donné, on a grillé un petit peu toutes les cartes. On a déjà laissé 3 mois. On a un dossier avec des non-conformités. Donc, soit nous, on prend la décision, si le client le souhaite, de réaliser un audit complémentaire. On peut le faire. Alors, quand on dit audit complémentaire, attention, hein, on ne vient pas sur une journée, c'est aussi en fonction. S'il reste qu'une seule non-conformité dans le dossier, ça peut être traité en 2 heures en visio. S'il y en a 3 ou 4, ça peut être traité sur une demi-journée. S'il y en a par contre 20, bon, bah là, il faut se poser un peu les bonnes questions et ça fera l'objet nécessairement d'un nouvel audit, peut-être même d'une journée. Voilà. Et puis, bah, si c'est trop lourd et que l'organisme se dit, bah non, mais moi, là, j'arrive tout, c'est la cata, de toute façon, j'arrive pas. Et ben, en théorie, on est censé lui retirer son certificat. Parce qu'on n'est plus dans le respect des exigences réglementaires. C'est comme un contrôle technique avec une voiture. Si vous passez pas la contre-visite, bah, évidemment, il n'y a pas 5 contre-visites. Il y a des règles, il faut les respecter. Mais ça, c'est la théorie, c'est ce qui est écrit. Maintenant, dans la pratique, c'est quand même, du moins, en tout cas, chez nous, on n'a pas encore vu. Alors, je dis pas qu'on le verra pas un jour. En tout cas, c'est des choses qui sont assez rares. Parce que, en théorie, quand on passe l'audit de surveillance, c'est que forcément, on s'est déjà un petit peu préparé. Et on peut aussi traiter les éventuelles non-conformités s'il y en a. Voilà. Est-ce que, Rémi, est-ce que tu... Non, mais Alors, du coup, on peut peut-être parler pas des top 3, mais en tout cas des non-conformités qui sont peut-être les plus relevées. Est-ce que toi, tu as une idée, toi, par rapport aux différents accompagnements Ouais. que tu as fait, puis moi, je peux peut-être compléter après avec ce que j'ai. Bah, dans les top 3, bon, il y a déjà toujours un contrôle qui est fait sur l'intégration du logo Calliope. Voilà. Bon, ça c'est un contrôle systématique, c'est une conformité un peu bête, mais voilà, la plupart du temps, les règles d'intégration du logo Calliope bah, sont un peu bancales, sont appliquées de manière un peu bancale, pardon. Et donc là-dessus, la recommandation, c'est vraiment dans le cadre de votre préparation, voilà, de vous assurer que le logo il est bien apposé sur la communication de votre organisme de formation et pas singulièrement des formations. Et 2, vous assurer que la façon dont vous l'avez intégré, par exemple sur votre site, sur vos brochures, etc., ça respecte bien la charte, hein, la charte de mise à disposition par le ministère du Travail. Et puis là, en l'occurrence, voilà, Certifopac avait fait sur son site une page d'explication sur la façon dont on intègre ce logo Calliope qui est bien fichu. Donc ça, moi, je vous recommande de vous reporter à cette page-là. Peut-être que Raphaël pourra nous la mettre dans le chat. Donc intégration du logo. Voilà, bon, c'est toujours un peu vexant de se prendre une non-conformité sur cette question, mais en tout cas, voilà, c'est un point obligatoire de contrôle. Et ensuite, là où il y a, nous, ce qu'on voit, là où il y a le plus de non-conformité, ça va être sur la matérialisation de ce qu'on appelle les processus transverses.
Et donc, par processus transverse, je parle de la veille. Donc, c'est les indicateurs 23, 24, 25 du référentiel. Le handicap, qui est incarné par l'indicateur 26, mais qu'on retrouve un peu partout, parce qu'on le retrouve dans la communication, on le retrouve dans l'analyse du besoin, on le retrouve dans la conception des parcours, dans l'organisation des sessions, etc., etc. Et puis tout ce qui est recueil des appréciations, indicateur 30, suivi des événements, aléas, réclamation, indicateur 31, et amélioration continue. Voilà. Partez bien du principe et n'oubliez pas que ce qui n'est pas écrit, n'est pas formalisé, n'existe pas. Et votre auditeur, lui, ce dont il a besoin, c'est d'avoir des éléments tangibles à apporter à son rapport d'audit pour, quand il rentre chez son organisme certificateur, rendre compte de choses qui sont tangibles. Et donc, la plupart du temps, on a assez peu de doutes sur le fait que la veille est faite, que vous gérez les trucs qui clochent quand ils arrivent, vous les gérez quand ils arrivent, etc. Et que l'amélioration continue, vous en faites. Mais il est très important de matérialiser et d'historiser en fait tout ce que vous aurez fait dans un tableau de bord, une liste que vous voulez, pour apporter des preuves de mise en œuvre du process. Et ça, c'est très très important. Et c'est souvent ça qui pêche, c'est-à-dire que les choses sont faites, mais les preuves de mise en œuvre ne sont pas apportées. Donc ça c'est très très important. Ça veut dire que si jamais je montre juste que je me suis abonné des newsletters de veille, derrière, si jamais je n'ai pas d'exploitation je me fais tamponner, quoi. Exactement. Donc ça c'est très important. C'est ça. Alors peut-être pour compléter, est-ce que j'ai eu le cas mercredi matin en audit, on est toujours un petit peu frustré. Alors à la fois l'auditeur, parce que l'auditeur il est aussi comme vous. C'est pas lui qui a inventé le référentiel, c'est pas lui qui l'a écrit. Et là, pour revenir sur ces indicateurs de veille, il y a deux niveaux. Donc tu l'as très bien dit, Arnaud. C'est est-ce que je mets en œuvre la veille, donc est-ce que j'ai des sources, c'est ça. Et puis est-ce que j'exploite la veille. Mais une exploitation de la veille, ça ne veut pas forcément dire à chaque fois une exploitation, une action de votre part. Il y a une info qui tourne. Voilà. J'ai suivi le webinaire TAC où j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon. Ok, donc ça je fais de la veille. Et puis derrière, ok, j'ai eu telle info, je prends en compte cette info, et puis qu'est-ce que j'en fais de cette info? Vous pouvez très bien ne rien en faire de cette info. Vous pouvez juste vous dire, voilà, ok, j'ai eu cette info, mais moi, finalement, ça ne me concerne pas. Donc, je suis là de près cette information, et puis je verrai si d'ici quelques temps ça m'impacte ou pas. Un exemple tout bête. Vous êtes censé savoir un petit peu que ça bouge pas mal du côté du CPF en ce moment. Ils ont mis en place ce qu'on appelle un système de connexion avec France Connect Plus pour les utilisateurs. C'est le gros bazar parce que c'est un peu lourd pour se connecter, pour créer son compte et ci et ça. Donc, ça peut vous impacter en tant que centre de formation. Pour ceux qui sont sur Head-Off, vous avez peut-être connu une baisse du nombre d'inscrits parce que forcément, les gens ont du mal à s'inscrire. Donc, ils vont moins s'inscrire que d'habitude. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait, on est très clairement dans l'indicateur 23, dans la veille réglementaire. Donc, la Caisse des dépôts a mis en place France Connect. Derrière, qu'est-ce que je fais de cette info? Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Vous n'allez rien en faire en soi parce que vous n'avez pas la main sur le CPF ou sur Head-Off. Mais c'est quelque chose qui vous impacte. Et donc, il faut que vous arriviez à répondre à la question comment cette info m'affecte en tant qu'organisme dans mes activités. Est-ce que ça affecte la qualité de mes prestations? Voilà. Exactement. Et ensuite, les non-conformités qu'on va retrouver, c'est les trous qu'il peut y avoir dans des dossiers. C'est-à-dire à un moment donné, le positionnement est pas fait ou les résultats sont pas centralisés. Pareil sur l'évaluation. Et donc, voilà, on en revient à la question de l'échantillon où, moi je le redis, mais le temps imparti est plutôt favorable à l'organisme de formation, mais voilà, si l'audit et l'exercice est pas préparé, vous pouvez tomber sur un auditeur qui va vous demander de lui montrer les éléments sur un dossier qu'il aura choisi. Il y a un trou, il y aura une non-conformité. Alors il y aura pas de non-conformité tout de suite, parce que s'il y a un trou, il y aura forcément la volonté normalement de l'auditeur d'aller regarder dans d'autres dossiers. Mais si ce trou-là, il est présent dans d'autres dossiers, la non-conformité arrivera, ça c'est certain. C'est ça. Moi, écoute, Rémi, je te rejoins en fait sur toutes les sources de non-conformité. On est très clairement là-dedans. De manière générale, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le socle, en fait, les indicateurs, ce que j'appelle un peu fondamentaux
dans l'activité d'un centre de formation, à savoir indicateur 5, 6, 8, tout ce qui concerne finalement l'ingénierie pédagogique. Est-ce qu'il y a des objectifs, est-ce qu'ils sont opérationnels, est-ce qu'il y a du contenu, est-ce que les contenus sont en adéquation avec les objectifs, est-ce qu'il y a ça? Très souvent, on a de la conformité sur ces indicateurs-là. Parce que forcément, c'est votre métier. C'est votre métier, c'est votre expertise. Donc, très souvent, ça se passe bien. Voilà. Et puis, c'est tout ce qui gravite un petit peu autour, c'est tout ce qui vous satellise, notamment dans la partie administrative, où là, des fois, on peut avoir des manquements. Il manque un formulaire de satisfaction, il manque la preuve qu'un des formateurs à qui vous allez sous-traiter, il vous manque son CV, et ainsi de suite. Donc, c'est pas des choses qui sont graves en soi, mais quand on tombe dessus lors de l'audit, tout de suite, l'auditeur, il va vous dire, oui, mais en fait, là, c'est une prise en compte partielle, c'est un défaut partiel ou total, et donc, je vous mets une non-conformité. Voilà. Exactement. Et en soi, ça ne remet pas en cause la qualité et le sérieux de votre travail. Non, et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur une question ou une remarque d'Alexandra. C'est que, voilà, n'oubliez pas qu'en tant qu'organisme de formation, vous êtes soumis à une obligation de moyens, hein, vous n'êtes pas soumis à une obligation de résultat. Et donc, Calliope prend en compte cette obligation de moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Calliope vous demande d'avoir un certain nombre de process et d'outils à déployer dans le cadre de vos activités de formation. Pour un certain nombre d'indicateurs, de prévoir un certain nombre de relances. Voilà, ce que l'auditeur va venir vérifier sur les dossiers, c'est que le process il a été déployé. C'est pas que le process a abouti à un résultat nécessairement. Et donc, pour reprendre la question d'Alexandra, si vous avez envoyé le formulaire de positionnement ou non, ça c'était plus le recueil des appréciations à la fin. Si vous l'avez envoyé, que vous avez fait votre relance ou vos 2 relances qui étaient prévues dans votre process et que la personne elle n'a pas répondu, du point de vue de Calliope, vous êtes conforme parce que vous avez appliqué votre process, que votre process consistait à envoyer un questionnaire, le relancer à J plus X et à J plus Y. Voilà, vous n'allez pas le poursuivre toute sa vie parce qu'il vous a pas envoyé ses résultats. Pas besoin de camper devant chez le client et puis pour aller récupérer. Non. C'est ça. Ça, et du coup, moi, ce que je voulais bien redire, c'est que finalement, l'audit de surveillance, il sera toujours plus simple pour des organismes de formation qui ont intégré, j'allais dire la contrainte, mais bon, oui, finalement, ça reste une contrainte sur le marché, mais qui ont intégré cette contrainte de Calliope et de management de la qualité en continu. On le disait lors du dernier webinaire, on allait un peu fort, mais Calliope, c'est finalement pour un organisme de formation qui l'est, c'est tous les jours. C'est peut-être pas tous les jours, c'est peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, j'en sais rien, c'est à votre rythme. Mais ce qui est certain, c'est que ça se passera toujours mieux pour des organismes de formation qui font l'effort de jouer le jeu de la qualité et de la formalisation de tous ces process-là au fil de l'eau, plutôt que pour des organismes de formation qui vont être dans une logique de préparation d'audit. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous allez préparer les audits, effectivement, vous y arriverez la plupart du temps, mais parce que vous allez concentrer une énergie folle sur un temps restreint et puis vous ferez que ça. Parfois d'ailleurs au détriment de vos activités de formation. Mais ça sera un réel effort. Alors que si vous faites ça sous la forme d'un espèce de course de fond et d'effort de fond et que vous le faites en continu avec des moments où vous sanctuarisez des contrôles internes ou de la formalisation des processus transverses dont je parlais, etc. tout à l'heure, finalement la préparation de l'audit, ça sera qu'une formalité. C'est-à-dire, ce sera juste de s'assurer que on est bien un jour dans ces contrôles internes, qu'on est bien un jour dans la formalisation et de se remettre un peu les choses en tête pour guider la discussion et faire en sorte que ça soit fluide. Donc voilà, s'il y a un seul conseil que moi je peux donner, c'est de traiter le sujet en continu plutôt que tous les 18 mois quand vous allez avoir un audit. Et évidemment, pour ça, il faut vous appuyer sur vos process, sur vos outils. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des solutions qui permettent de faciliter la vie et de perdre moins de temps sur un certain nombre de choses qui sont chronophages et passer plus de temps sur ce qui est intéressant, c'est-à-dire améliorer votre dispositif en continu. Et surtout, dans ce quotidien. Exactement. Si je peux me permettre juste de rebondir là-dessus, c'est que on l'a déjà dit, mais c'est très important. C'est pas parce que vous avez mis en place un process X à l'audit initial que l'auditeur s'attend à avoir le même process X à l'audit de surveillance. On peut très bien être sur un process Z,
puisque vous justifiez d'une amélioration continue. Voilà, vous êtes planté, vous avez fait un truc trop lourd ou trop léger, et puis vous avez avancé. Et donc, en fait, c'est ça que l'auditeur recherche. Dans cet indicateur 32 aussi, c'est comment on met une cale anti-retour pour justement éviter une erreur répétée dans vos process. Et en fait, c'est ça. On est dans l'essence même de ce qui est demandé sur Calliope. Exactement. Parmi les points qui remontent assez souvent dans les questions ou dans les différents webinaires, donc vous l'avez déjà un petit peu répondu sur tout ce qui est relance. Ouais. Voilà, quand on récupère pas les informations, il y a aussi une notion de traçabilité. Alors, ça a déjà été un peu évoqué au niveau de la veille, mais du coup, il y a aussi traçabilité des documents, des différents mails, etc. En gros, tant qu'on peut rien montrer, ça n'existe pas, quoi. C'est valable pour aussi les autres indicateurs, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment, ça sera toujours avantage d'apporter des éléments matériels de preuve plutôt que des choses qui sont dites. Encore une fois, l'auditeur, il n'a pas à remettre en cause ce que vous dites, ce qu'il veut juste, parce que c'est pas lui qui certifie, hein, in fine. Lui, il est juste là pour écouter et rendre compte au certificateur. Et donc, plus les preuves seront tangibles, et plus ce sera facile pour lui de faire son job que d'aller raconter ce qu'il a vu, entendu et apprécié lors de l'audit. Oui, donc c'est pas juste de dire j'ai relancé 3 fois, il faut montrer les mails. Exactement. Exactement. C'est cas-là, quoi. Ouais, c'est comme il y a souvent sur l'indicateur 30, sur l'indicateur 30, donc le recueil des appréciations, il y a souvent, nous on a plein d'organismes de formation qui nous disent, comment on fait avec les financeurs, ils nous répondent jamais, puis de toute façon, en plus il y en a certains, la Caisse des dépôts pour pas les nommer, qui ont explicitement dit que de toute façon ils répondraient pas. Voilà. Bon, là on est dans un truc où on vous demande d'avoir le process, et si le financeur joue pas le jeu, ça peut pas être retenu contre vous. Ça me fait penser d'ailleurs, à un truc qui a rien à voir, mais ça m'y fait penser quand même, qu'on n'a pas dit et qui est hyper important à prendre en compte, c'est que entre votre audit initial et votre audit de surveillance, il y a eu en moyenne 18 mois. Ça veut dire que le guide de lecture sur lequel vous vous êtes basé pour préparer votre audit initial n'est peut-être pas le même que celui actuel sur la base duquel vous serez audité à votre audit de surveillance. Donc faites bien attention dans votre travail de préparation de bien repartir de la dernière version du guide de lecture, qui est la version 7 actuellement. On attend une version 8 un jour peut-être, mais qui est la version 7 du guide de lecture. Voilà. Donc si vous êtes passé sur la version 4, 5 ou 6 du guide de lecture, ne repartez pas de cette version-là parce que les choses ont changé, les règles d'interprétation ont changé, et donc ça peut aussi amener, pas à des quiproquos, mais à des questionnements le jour de l'audit, parce que vous serez pas parti forcément de la bonne version. Et justement, là, si on prend un peu la période des 18 derniers mois, là, est-ce qu'il y a eu de l'apparition de nouveaux indicateurs ou la disparition? Non. Alors, la dernière version, la V7 du référentiel, date de début 2021. Donc, elle va bientôt fêter sa deuxième bougie. J'ai un peu l'impression de me répéter, mais là, ça fait quelques mois que je dis qu'il va y avoir un jour une V8. Maintenant, est-ce qu'elle va tomber fin 2022 ou début 2023 ou fin 2023? Là-dessus, on sait pas trop. Surtout que ça n'a pas l'air d'être la priorité à l'heure actuelle des instances de l'État. On est plutôt sur comment réguler le CPF, comment faire ci et ça, et un peu moins sur comment mettre à jour le référentiel. Donc, c'était peut-être encore une priorité il y a de cela quelques mois. Maintenant, ils sont tous tellement, en fait, parce que les médias mettent une très très grosse pression sur le CPF, donc là ils sont tous obnubilés sur le CPF. Et je pense que ça risque de pas trop bouger d'ici encore quelques semaines, voire quelques mois. Mais en tout cas, alors ça j'insiste aussi, rassurez-vous, c'est-à-dire que le certificateur a une obligation réglementaire, parce que sachez que chaque certificateur est lui-même accrédité, c'est un peu comme vous quand vous êtes certifié, sauf que c'est un peu l'étape au-dessus. Et en fait, dans ces obligations, même dans ses obligations contractuelles avec vous, chaque certificateur a l'obligation d'informer de tout changement concernant le programme de certification. Donc, demain, il y a une V8 qui tombe là, le 26 novembre.
normalement, dans la semaine, vous devez être informé auprès de votre certificateur de ce changement et que, voilà, et puis aussi de ce qu'impliquent ces changements. Parce que ça peut être, comme tu disais Arnaud, ça peut être un nouvel indicateur, ça j'y crois pas trop pour l'instant, mais ça peut être aussi une mise à jour d'exigence sur un indicateur qui pousserait peut-être, je sais pas moi, créer un nouveau process, un nouveau document. Bon, donc voilà, c'est à voir. Mais en tout cas, vous aurez l'info. Voilà. Très clair. Là, je vois qu'il est 12h20. Alors, il y a eu un super boulot qui a été fait par FL pour traiter l'ensemble des questions et on a pu rebondir. Alors, moi, je vais juste me permettre de vous glisser dans l'URL, enfin dans le chat, l'adresse un petit peu de l'enquête de satisfaction par rapport au webinar. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment on se positionne. Voilà. Est-ce que voilà, n'hésitez pas aussi à poser d'autres questions dans le chat. Là, vu que la plupart ont été répondues un peu en direct, il y en a une là. Il y en a une que je veux bien prendre rapidement sur la certification Calliope des sous-traitants, parce que ça va changer, ça va bouger très vraisemblablement l'année prochaine. Donc là, aujourd'hui, si vous faites appel à des sous-traitants, il n'y a aucune obligation à ce que ces sous-traitants soient certifiés Calliope dans le référentiel. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous, dans votre process qualité, vous avez tout à fait. Ça veut dire que vous, dans votre process qualité, vous pouvez imposer cette certification si vous voulez être sûr, si vous voulez vous assurer que les gens seront, disons, acculturés à la logique, etc. Mais du point de vue réglementaire, il n'y a aucune obligation. Sachez néanmoins que ça va bouger, notamment sur le CPF. Voilà. Sur le CPF, il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est en cours de discussion au Sénat, qui passera normalement au Sénat en décembre, et pour lesquels des décrets d'application seront pris au premier trimestre 2023, qui va très vraisemblablement imposer la certification Calliope aux sous-traitants des organismes de formation qui vendent au CPF. D'accord ? Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Et est-ce qu'un sous-traitant peut être un formateur indépendant ? Absolument. Je rappelle la règle, le sous-traitant doit avoir un numéro de déclaration d'activité actif. Il y a eu un flou pendant longtemps sur l'interprétation de cette règle. Il n'y a plus de flou. C'est ça. Il n'y a plus de flou. Rassurez-vous, tu te souviens, tu as les chiffres à jour, Rémi, du nombre de centres de formation? Oui, il y a 110 000 organismes de formation en France. Ça, c'est un compteur que j'ai fait là, pour la newsletter 23 il y a 3 jours. Donc 110 000 organismes de formation enregistrés, donc avec un numéro de déclaration d'activité. 41 500 organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Et 9 800 qui ont accès au CPF. Voilà, donc en fait, si je reprends tes chiffres, Rémi, ça fait quand même 70 000 centres de formation donc, qui ne sont pas Calliope. Donc, s'ils ne sont pas Calliope, mais qui ont quand même un numéro de déclaration d'activité, ils font que de la sous-traitance. Exactement. Quasiment. Alors peut-être que certains font sur du fonds privé et ils sont pas concernés par Calliope. Ouais. Mais même si j'en enlève 10 000, allez, ça me laisse quand même 60 000 sous-traitants exclusifs. Ouais. Ces 60 000, rassurez-vous, ils ne seront pas tous concernés par l'obligation de certification. On est vraiment là sur un cas qui est très spécifique, en fait, qui a été inventé un petit peu par l'État. C'est ce qu'on appelle le portage Calliope au CPF. En fait, c'est un système qui consiste à faire porter sa certification Calliope au CPF pour d'autres structures qui ne sont pas elles-mêmes Calliope. Et ça, alors déjà, techniquement aujourd'hui, c'est plus ou moins faisable sur EDOF, sur l'espace des centres de formation CPF, mais là ils sont en train, ils l'ont bloqué techniquement, ils sont en train de le bloquer légalement. Voilà. On rattrape les chevaux tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas certifié Calliope, vous ne pouvez de toute façon pas créer de compte sur le portail EDOF, donc le portail qui gère les formations pour vous CPF. Voilà. Merci pour ces précisions. Je me suis permis de partager l'écran avec les enquêtes de satisfaction qui arrivent. Donc, il y a 11 personnes déjà qui nous ont fait des retours. Donc, voilà, n'hésitez pas à poursuivre. Peut-être des réponses rapides à des questions rapides. Nous sommes aujourd'hui sous-traitants. Nous envisageons d'être certifiés Calliope pour proposer nos formations en direct. Serons-nous considérés comme nouveaux entrants ? Oui. Je suis indépendant et quelles preuves puis-je apporter pour répondre à l'indicateur 21 ? Ah oui, ça, c'est une bonne question.
Je suis indépendant, comment est-ce qu'on fait pour apporter des preuves sur le 21? Ça, c'est une question pour Jimmy. Alors, sans donner trop de conseils, ou même pas du tout. Alors déjà, je vous réfère au référentiel. Vous allez voir, en fait, sur le référentiel, pour chaque indicateur, il y a un bloc élément de preuve. C'est des exemples de preuves. Mais moi, en fait, ce que je pose comme question pour l'indicateur 21, lorsque j'audite, c'est quelles sont les compétences que vous avez? Et si, par exemple, demain, vous cassez une jambe et vous ne pouvez pas intervenir, quelles sont les compétences sur lesquelles vous vous appuierez pour chercher un autre prestataire? Et là, souvent, la réponse, elle vient tout seule. Elle va dire, en fait, moi, je demande à avoir un niveau de diplôme précis, ou alors une expérience, ou alors aussi ça, un niveau, ou alors même un diplôme de formateur. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on vérifie simplement si ce que vous dites, c'est cohérent par rapport à ce que vous nous montrez, par rapport aux éléments de preuve. S'il y a un CV, s'il y a des attestations de formation en lien avec tout ça. Voilà. Donc, c'est très souvent, c'est même assez bien répondu sur ce 21. J'ai aussi répondu à Laïa qui demande en fait si, par exemple, au sein d'une entreprise, si une personne réalise des formations pour le personnel de l'entreprise, est-ce que c'est considéré comme de la sous-traitance? Là, non, en fait, non, n'est pas considéré comme une sous-traitance, c'est en interne. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez en interne. Voilà. Alors pour le CFA hors les murs, c'est une question qui est un peu plus technique. Alors nous, on a dans notre panel client des CFA hors les murs. Alors déjà, sachez en fait que, alors là c'est un peu bizarre, mais vous dites que les OF donc, qui sont en dessous, enfin qui sont partenaires de votre CFA sont tous Calliope. Déjà ça c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que normalement c'est le CFA hors les murs qui porte Calliope pour l'ensemble de ces CFA partenaires, puisque vous êtes liés par une convention. Donc, c'est contractuel et donc, ça rentre dans les exigences de l'indicateur 27 de Calliope. Et donc, ça fait référence. Alors, Martine, ce que je ferai, je vais vous envoyer la foire aux questions du ministère, puisque votre question, vous n'êtes pas la seule à vous l'être posée. Et il y a une réponse très claire du ministère sur ce sujet. Donc, je peux vous répondre tout de suite. Les OF n'ont pas l'obligation d'être présents lors de votre audit. Mais par contre, vous avez l'obligation de créer un process de contrôle, entre guillemets, de vos OF. Voilà. Comment vous faites pour vérifier que vos OF respectent la certification Calliope? Maintenant, le truc un peu bizarre ici, c'est qu'ils sont certifiés Calliope. Donc, au final, on est un petit peu sur un trou, sur un flou réglementaire, puisque vous êtes censé vous-même, comme vous portez en fait la certification, vous êtes censé vérifier ce qu'il faut. Voilà. Pour pouvoir transmettre de la formation. Donc, alors oui, en fait, si c'est vous qui l'avez imposé, finalement, c'est un peu plus simple entre guillemets. Ça veut dire que comment vous vérifiez le bon respect, vous leur demandez qu'ils sont Calliope. Si vous avez la preuve qu'ils sont Calliope, c'est encore plus simple. Voilà. Et sur la question, pour pouvoir transmettre la formation non qualifiante aux entreprises qui utilisent nos outils, on a besoin d'un NDA. Le numéro de déclaration d'activité, le numéro de déclaration d'activité, il est évidemment recommandé pour si vous faites de la formation, mais il n'est pas obligatoire. C'est simplement que derrière, votre client qui achète votre prestation ne pourra pas valoriser la prestation achetée comme étant de la formation. Et donc ne pourra pas l'associer à un plan de formation, à un cycle d'entretien professionnel, etc., etc. Et encore moins, évidemment, solliciter de la prise en charge, sachant que de toute façon, si vous n'avez pas de numéro de déclaration d'activité, vous n'êtes pas certifiable Calliope, et donc il ne peut pas y avoir de prise en charge. Peut-être une dernière question qui est posée dans le chat. À l'issue d'une formation, doit-on obligatoirement remettre un certificat de réalisation ou peut-on encore utiliser l'attestation de fin de formation? Alors, il y a les deux. En théorie, le ministère du Travail avait publié, rappelez-vous, en 2020-2021, un modèle de certificat de réalisation. Et ce modèle devait être diffusé un petit peu comme la bonne parole, comme les... Non, je vais rien dire là-dessus, mais comme en fait, voilà, c'est un modèle qui devrait être appliqué auprès de chaque financeur. Donc les autres cours, Pôle emploi, les fonds d'assurance, formation, tout ça. Maintenant, la réalité fait qu'ils font un peu tous comme ils veulent. Donc, s'il y en a un qui vous demande une attestation de fin de formation et que vous n'en avez pas et qui vous bloque le financement,
à un moment donné, voilà, il faudra faire une attestation de fin de formation comme il vous le demande, en plus du certificat de réalisation. Donc, voilà, il y a eu quand même à un moment donné une volonté d'harmonisation dans les pratiques et dans les documents qui régissent un petit peu le monde de la formation. Mais voilà, ça a ses limites parce que on a une pluralité d'acteurs financeurs. Et aujourd'hui, voilà, comme je le dis, chacun fait comme il veut. Donc, c'est un peu compliqué. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de faire le point avec les financeurs avec lesquels vous travaillez et de regarder si concrètement, eux, ils ont encore besoin de tel ou tel document. Comme ça, vous serez sûr au moins de faire les choses et de pas créer plus de documents qu'il n'en faut. Ouais, sur cette question, il y a de la jurisprudence, administrative assez fraîche. Donc, je vous recommande de faire vos recherches là-dessus. Et si vous voulez pas rechercher, vous pouvez remonter dans le numéro d'octobre de 23, qui est la newsletter qu'on édite. Vous trouverez des réponses à vos questions. Est-ce qu'on prend encore une ou deux petites questions? Indicateur 26, nous n'avons pas de nouvelles preuves par rapport à l'audit initial. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a peut-être des choses qui ne s'appliquent pas à nous. C'est montrer que on a essayé d'exploiter et analyser, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique nécessairement, qu'il y a une action à faire en particulier. C'était ce que tu disais, Jimmy, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, alors peut-être pour conclure là-dessus, j'ai une question d'Azedine, ça qui est très intéressante sur je fais pas appel à des financeurs, dois-je avoir le retour? Forcément que on va essayer d'adapter la conduite d'audit. Et ça, nous, on a mené depuis 2021 une très forte ingénierie sur l'application. On est passé d'une V1 à une V2 de grille d'audit. En fait, aujourd'hui, on est capable de vous poser des questions préliminaires. Donc, soit lors du plan d'audit ou en tout début d'audit à la réunion d'ouverture, où on va vous dire, voilà, est-ce que vous avez un local? Oui, non. Est-ce que vous traitez avec des financeurs dans le cadre de vos formations? Oui, non. Et en fonction de ça, toute la grille d'audit se met à jour pour ne vous questionner que sur les choses qui vous impactent. Et ça, là, on a pu le tester depuis septembre et c'est vraiment magique parce que il y a plus d'interprétation, il y a plus de choses qui sont préparées pour rien. Et au moins, chaque client est audité. Alors, c'est pas on supprime pas d'indicateurs, parce que chacun est audité sur ce qu'il faut, mais on ajuste les points de conformité. Voilà. Si par exemple vous n'avez pas accueilli des personnes en situation de handicap depuis l'audit précédent, je vais pas vous demander avez-vous mis en œuvre des actions pour les personnes en situation de handicap, parce que forcément vous n'en avez pas accueilli. Voilà. Et ça vous empêche pas d'avoir déjà des éléments pour le faire le jour où. Et donc dans ce cas-là, on s'orientera sur la question plutôt, est-ce que vous avez des dispositions qui vous permettent un jour d'accueillir les personnes en situation de handicap? Voilà. Et ça, c'est important parce que, voilà, c'est une conduite d'audit, plus c'est clair, plus c'est carré, plus les questions sont pertinentes et mieux c'est vécu pour tout le monde. À la fois pour vous, mais aussi pour l'auditeur. Ouais, c'est clair. Voilà. Bonne conclusion. Là, on a un petit peu débordé de l'horaire prévu. Je pense qu'on a été pas mal exhaustif. Je vois qu'on a des très bons retours au niveau des feedbacks, donc c'est top. Merci Jimmy, merci Rémi et merci Raphaël, qui est notre travailleuse de l'ombre, pour toutes les réponses apportées en direct. Merci à toutes ces précisions et j'espère que ça vous a tous intéressés. Et moi, je tenais à vous remercier parce que quand on voit la qualité des questions qui sont posées, on se rend compte qu'on a un public qui est déjà très au fait, très sérieux et très autonome, et c'est pas toujours le cas. Donc, en tout cas, merci de votre sérieux, de votre implication. C'est de bon augure pour vos futurs audits. Absolument. Et puis, il y a bienveillance aussi. Il y a beaucoup d'entraide souvent dans le chat des OF qui répondent à d'autres et tout, à des questions. C'est ça, ouais. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci.